la soirée est, quel mot vais-je employer? Consacrée, dédiée à deux personnes, l'un étant Haru Çunkürtcan, deux personnes qui nous ont quittés assez récemment et qui ont joué un grand rôle dans ma vie et dans la vie de la diaspora. L'un étant donc Haru Çunkürtcan, dont je vais parler, donc pour le moment je n'en parle pas plus, et l'autre étant Vahan Işranyan. Vahan Işranyan, c'était le petit-fils de Vahan Şeraz, c'est-à-dire le frère de Minas Şeraz. Minas Şeraz, vous connaissez, vous avez entendu parler, une famille de Bolis, d'Istanbul, célèbre, parce qu'il faisait partie de la génération de la Renaissance, Zartunk. Vahan Şeraz, son grand-père, donc, fusillé en Arménie en 1927. Sa femme, donc la grand-mère de Vahan, fusillée à Yerevan en 1937. Et son autre grand-père, fusillé à Yerevan, même année, 1937 ou 38. Alors, il fallait supporter aussi, faire vivre cette... ce bagage qu'on porte, qu'on apporte avec soi. Mais ça explique aussi son regard vers l'extérieur. Il était l'un des seuls, comme je l'ai dit tout à l'heure en arménien, à avoir ce regard vers l'extérieur, à savoir que non seulement que dehors il y a des Arméniens, tout le monde sait que dehors il y a des Arméniens, mais à comprendre que, à savoir que il y a qu'un dialogue est nécessaire, que quelque chose qui vienne de l'extérieur et doit être entendu à l'intérieur des frontières. Mon titre, c'est ce soir une diaspora littéraire. Point d'interrogation. Bien sûr, c'est le point d'interrogation qui fait question. Pourquoi est-ce qu'il y a un point d'interrogation? J'espère qu'on comprendra à la fin pourquoi il y a un point d'interrogation. Mais dès le départ, évidemment, on peut comprendre ça de deux façons. Mais au fond, de quelle diaspora nous parlez-vous? Voici une magnifique série de conférences dont le sujet apparemment est la diaspora. Et ça s'appelle en arménien Yevyerev Spurk, et en français donc la diaspora fut. Mais donc si elle a fui, elle est là. Mais alors de quelle diaspora nous parlez-vous? De quelle diaspora s'agit-il là? Tout le monde ne comprend pas la diaspora de la même façon, ou être un intellectuel dans la diaspora de la même façon, etc. L'autre façon de comprendre la question, bien sûr, étant, mais alors la littérature, qu'est-ce qu'elle a à foutre là-dedans? Pourquoi est-ce qu'il faudra la comprendre à partir de la littérature? Pourquoi? Voilà les deux sens de la question. Et au fond, cette question, et même cette double question, elle a toujours été là, n'est-ce pas? Il y a tant d'années, presque 50 ans, aïe, 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 et même plus, oulala, on réfléchissait à Paris, et je vais en parler, alors,
Mais alors, qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait en ce monde? Parce quand même, il faut savoir ce qu'on fait en ce monde, n'est-ce pas? Pourquoi on est là? Cette réflexion sur la diaspora, elle a débuté à la fin des années 60, donc 66, 67, 68, on se réunissait le rue Bleue. C'est là-bas que cette vie-là, pour moi, a commencé, rue Bleue. Mais, bon, allez, disons, il y a 40 ans, plus. Il y a 20 ans, ben, on en était au même point, et aujourd'hui, on en est au même point en réalité. On n'a pas avancé depuis, n'est-ce pas? Il est temps d'ailleurs, hein? Et donc, il y a 20 ans, c'était en 2005. Le cours d'été, organisé par le père Zekian, fêtait son 20e anniversaire. Ce cours d'été, c'était une institution propre à la culture diasporique. Je ne dirais pas pour la première fois, ça serait exagéré, mais peut-être, pourquoi pas au fond. Bien sûr, il y avait d'autres institutions dans la diaspora, mais parmi elles prévalait l'idée qu'il n'y avait pas de réception créative possible, précisément en diaspora, pas d'usage de l'arménien en dehors des besoins quotidiens et éducatifs. Mais on les éduque pourquoi, les enfants? Ou les jeunes? On les fait arriver jusqu'au baccalauréat, ok, et alors? Et après? Mais l'autre idée qui prévalait, celle-là décisive et mortelle, était que tout dans la diaspora est provisoire. Et ça, voilà le piège, avec ces deux crocs là, comme ça, crac. Ou bien pas de culture propre à la diaspora, pas de culture qui pourrait se développer en langue arménienne, par exemple, ou bien une culture purement provisoire, en attendant des jours meilleurs. Et vous savez bien qu'après la chute de l'Union soviétique et l'indépendance politique de l'Arménie, le premier croc de ce piège a fonctionné à plein en diaspora. Des écoles l'ont fermé un peu partout, pour des raisons économiques en partie, mais essentiellement pour des raisons idéologiques, parce que s'ils voulaient, ils pouvaient. Le Melkonium de Chypre est un bon exemple, mais les exemples se sont multipliés. À Venise, en France, aux États-Unis. Heureusement, il y a eu d'autres créations depuis, hein, d'institutions, d'écoles, etc., en particulier en France. Des centres culturels ont fermé leurs portes, des bibliothèques ont cessé d'être accessibles, et j'en ai l'expérience. Et pas de culture arménienne propre à la diaspora. Ce n'était pas une constatation, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils en savaient? C'était un impératif. Pour prouver que c'est impossible, vous faites tout pour la rendre impossible. Pourquoi pas? Et l'autre attitude, alors, celle du en attendant, eh bien, c'est la conviction, encore une fois parfaitement idéologique, que la diaspora ne peut pas avoir de culture propre, que toute culture diasporique, toute intelligence diasporique est condamnée au déclin et ne peut être qu'une culture en exil, au mieux, et en tout cas pas une culture de l'exil. Et donc, au début de ce petit exposé que je vous fais aujourd'hui, et ça ressemble beaucoup à une conférence, excusez-moi, je préférais que ça ressemble à une causerie, mais voilà. Cette différence entre une culture, qu'est-ce que j'ai dit? En exil et une culture de l'exil, c'est essentiel, bien sûr. Une culture de l'exil, c'est quoi? C'est une culture qui assume la situation exilique, et donc l'existence exilique, qui en fait quelque chose, et qui essaye de comprendre précisément sa place en ce monde en tant que situation exilique. Et oui, et en dehors des frontières nationales,
disait cette attitude idéologique tout est provisoire en diaspora. Qu'est-ce qu'elle disait? Eh bien, que tout est sujet au déclin et à la perte, tôt ou tard, et cette conviction est apparue presque immédiatement, vous le savez, après la catastrophe. D'abord, en 1922, sous la plume de Léon Chant, vous le savez, n'est-ce pas? Il vivait en France à l'époque, juste après la chute de l'Arménie indépendante, à Montpellier, si je ne m'abuse, dans une série d'articles publiés dans la revue hellénique de Boston, qui commençait juste à paraître, il a savamment démontré, c'est Léon Chant, qu'il ne pouvait pas y avoir de culture arménienne en dehors de la patrie, bien sûr, mais 5 ans plus tard, le même Léon Chant, qui s'était entre-temps transporté en Égypte, parce qu'il avait compris que dans ce pays centralisé qu'est la France, il ne pouvait pas créer d'école d'abord, pour commencer, et assurer une transmission culturelle. Eh bien, le même Léon Chant, donc, résigné et impuissant, crée l'association Amaskaïn, mais bien sûr en Égypte, et un an plus tard, à Beyrouth, le Djemaran, qui, comme vous le savez, allait devenir l'une des plus fines institutions culturelles de la diaspora au Moyen-Orient. Oui, mais précisément, c'était au Moyen-Orient, pas en France. Donc, pas de rencontre avec l'étranger. C'était au Moyen-Orient, donc pas de rencontre avec l'étranger. Pendant ce temps en France, Zabel Essayan, notre chère Zabel, devenue entre-temps la porte-parole officielle, quasi officielle, de l'Arménie soviétique, écrivait article après article, vous le savez aussi, pour montrer que la nouvelle génération d'écrivains qui venait d'éclore à Paris, et dont je vais parler d'ailleurs beaucoup plus longuement dans un instant, n'avait pas d'avenir, et n'avaient donc même pas de présent, puisqu'ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas de présent non plus. Il faut imaginer la réaction de ces jeunes écrivains qui s'étaient regroupés autour de la revue Menk, 1930-31. La plus virulente de ces réactions a été celle de Shahan Shahnur, à l'époque le plus en vue parmi ces écrivains, vous le savez aussi, qui, après une énième attaque de Zabel Essayan, qui reprochait au groupe de Menk de ne pas avoir de, c'est ces mots L, de plateforme. En arménien, c'est le même mot, plateforme tchounik. C'est-à-dire un programme politique, une projection dans l'avenir, un reniement de la diaspora et de la situation exilique. Shahnut, donc, écrivait ce magnifique article publié en février 31 dans Harach, et que je vous invite à aller revisiter, qui porte le titre de Menk, justement, comme la revue, et où il défend sa génération, pied à pied. Il défend la possibilité d'une culture en diaspora, donc déjà d'une culture de l'exil. Mais même si ce ne sont pas exactement ces termes, évidemment. Nous sommes des gens différents, hein? Quand même, nous sommes presque 100 ans après, aujourd'hui. Il est temps de réfléchir aussi à ce qui s'est passé. Et nous sommes en face d'un étrange phénomène de dénégation. Ça s'appelle de la dénégation, ça, où l'on nie ce que l'on fait et où l'on fait ce que l'on nie. Une culture en exil était encore acceptable, mais une culture de l'exil était inconcevable. Et même il ne fallait pas que ce soit. C'est-à-dire une culture qui prend l'exil en charge, qui s'en fait l'explorateur et le porte-parole. Et tout à l'heure, je l'ai annoncé, je m'occupais un peu plus des écrivains de Paris, regroupés dans le groupe de Menk. Parmi eux, il y avait Shavash Natouni, qui écrivit alors, 1930, premier numéro de Menk,
précisément et malheureusement donc dans la revue Menk. Je vais le lire en arménien. Menk kuzenk jançnalız mez Kragан ասկության մի խնդիր։ Kragан ասկության մի խնդիր։ Մենք հողե զրկված երդասարտներ գուզենք արվեստի հողին վրա բարձրացնել մեր ժողովուրդը, որբեսի թիմանա մինչև որ իր իսկական հողը գտնի, բնակարան կանգնելու համար։ Que je traduis. Nous voulons savoir qui nous sommes, nous connaître nous-mêmes au bénéfice d'une nationalité littéraire. Kragan Askutyun. Nous, jeunes gens privés de patrie, nous voulons ériger notre peuple sur le terrain de l'art pour qu'il résiste jusqu'à ce qu'il retrouve sa vraie patrie pour y habiter. Voilà l'un des plus tristes lieux communs de la diaspora. Ici, la littérature est envisagée comme un moyen qui sera une arme, un soutien dans notre lutte pour la conservation ou la préservation d'une prétendue identité ou d'une différence, notre prétendue différence avec l'Occident, avec la culture dominante. Et Nartouni enfonce encore le clou, bien sûr, en essayant de prouver que nous n'avons rien à voir avec cette culture occidentale. Nous n'avons rien à voir avec elle, nous n'avons pas besoin d'avoir quoi que ce soit avec elle. Que nous sommes des orientaux, c'est son langage, ou Dieu sait de quelle origine, ce qui revient donc à un refus déterminé de tout contact avec cet étranger qui est pour nous l'occidental et sa culture. Ça n'a pas beaucoup changé depuis, hein? La littérature fournira temporairement, dit-il, l'équivalent d'un territoire, d'un habitat, d'une patrie. La réponse de Nartouni à la crise de sa génération, parce qu'il y avait une crise évidemment, consiste donc à vouloir développer une culture prétendument nôtre, une culture purement nationale, sans, je le répète, aucun contact avec l'Occident qui nous est étranger par nature, dit-il. Nous n'avons pas besoin d'apprendre quoi que ce soit de cet étranger. Nous venons du berceau de la culture. Alors qu'est-ce qu'on a besoin de l'Occident, au fond? Voilà donc une attitude qui révèle un profond malaise, le refus de tout commerce culturel, de tout échange, de tout donnant-donnant avec le monde environnant. C'est l'une des réponses possibles à la crise qu'a dû affronter cette génération, après avoir tout perdu, c'est vrai, livrée qu'elle était à ce monde qu'elle connaissait pourtant. Je vous rappelle quand même que les intellectuels arméniens d'Istanbul, avant 1915, étaient tous parfaitement francophones. Peut-être quelques exceptions, mais enfin. Que leur langue de référence, leur langue de culture, en somme, la langue à travers laquelle ils établissaient vaille que vaille un rapport avec le monde, c'était le français. Et pourtant, n'est-ce pas, c'est comme s'ils avaient tout perdu, ces jeunes, leurs élèves, leurs disciples, leurs successeurs, tout perdu. Les élèves, les disciples successeurs de qui? De ceux qui étaient avant 1915, et dont la plupart ont disparu. Plus de patrie, réelle ou imaginaire, comme s'ils en avaient eu une auparavant, de patrie. Autrement qu'imaginaire, justement. Plus de système d'éducation, plus de transmission des valeurs. On est en France, hein? Il n'y a pas d'école en France en 1930. Qu'est-ce que je disais? Plus de différences stables avec l'étranger, telles qu'on pouvait encore en cultiver l'illusion avant 1915, dans les conditions culturelles du peuple soumis à l'intérieur de l'Empire ottoman. Et donc une obligation de se redéfinir entièrement de fond en comble, car il faut bien se définir pour exister. N'est-ce pas? Alors Nartouni se définit en déclarant que les valeurs occidentales sont fausses. Et n'oublions pas Shoushanian, pareil, Shoushanian, même topo. Tous les deux, main dans la main, ils développent ce lieu comme un misérable d'un art à créer pour résister temporairement.
Nartonis Shoshanyan sont les plus représentatifs de cette position qui choisit de croire en une culture conservée et prolongée en exil, au lieu de choisir la confrontation avec l'étranger, avec ce qui était pour eux l'étranger, au lieu de choisir l'invention d'une culture d'exil propre à l'exil. Et cette attitude est, vous le savez, la plus courue en diaspora. Elle constitue la base de ce qu'on pourrait appeler la politique culturelle des organisations de la diaspora, avec le lavage de cerveau idéologique pratiqué dans les écoles, au Moyen-Orient comme ailleurs, à l'encontre du présent, de l'ici et maintenant, et alors même que ces écoles, en tout cas au Moyen-Orient, ont été la colonne vertébrale. Je répète, alors même que ces écoles, et en particulier au Moyen-Orient, ont été la colonne vertébrale d'une possible culture diasporique à venir, toujours à venir. Et j'ai dit alors même que, hein, ça demande à son tour une explication, ce alors même, un développement qui va venir. Quand je vais expliquer pourquoi, il faut quand même une réception pour qu'il y ait une transmission. Ah, rappelez-vous, ça sera une de mes formules, ça. Il faut quand même une réception pour qu'il y ait une transmission. Et entre-temps, ces attitudes, ces réactions, ce lavage de cerveau qui oppose le propre et l'étranger, demandent à être débusquées, à être déconstruites, si vous voulez. Et pour cela, bien sûr, il faut affronter l'étranger. Il faut l'affronter où? Où est-ce qu'on affronte l'étranger? Sinon, dans sa langue. Dans la langue, donc. Et où d'autre pourrait-on l'affronter, l'étranger? Et ça ne se fait pas tout seul, il faut y travailler. Opposer le propre et l'étranger, c'est au contraire se condamner au ressassement, à la perte de tout contact avec le monde qui nous entoure. Et donc, la première caractéristique de l'homme diasporique à naître ou déjà né, c'est la mise en question de cette idéologie qui oppose le propre et l'étranger. Ça ne se fait pas tout seul, j'ai dit, et ça ne se fait pas immédiatement. Ça ne s'est pas fait immédiatement. Il y a fallu au moins 3 générations. Et j'en parle aujourd'hui. Je suis énervé, hein, je suis en colère, hein. Mais ça fait 40 ans que je suis en colère. Mais aujourd'hui, je suis capable de l'exprimer. C'est drôle. Ce que j'explique ainsi ne constitue que la première étape, donc, d'une longue réflexion et d'une longue genèse de ce que je viens d'appeler l'homme diasporique. Première étape, celle qui met en évidence et qui forcément dénonce les structures de pensée sur lesquelles la diaspora a cherché à éduquer les générations successives et parfois à ne rien éduquer du tout. C'est une première étape dans notre interrogation sur ce que c'est que cette naissance de l'homme diasporique. Mais c'est aussi une première étape, disons, historiquement. C'est une première étape conceptuellement, et c'est par là qu'il faut commencer. Mais c'est aussi historiquement la première étape. Car c'est exactement cela, et précisément, pratiquement, dans les mêmes termes, que ce que nous disait, c'est exactement ce que nous disait Harutyun Kukjian. Ah voilà, je commence à parler de lui là. En 1968, dans son essai Yegror Tavasarum, Pasmativ a Nightnerov. Seconde équation aux multiples inconnus. Drôle de titre, n'est-ce pas? C'est parce que l'essai voulait faire écho à un texte alors récemment paru en Arménie par Vartkes Bedrosian, dont le sujet était la complexité culturelle, paraît-il, dans laquelle vivait l'habitant de la République soviétique d'Arménie. Mais ça, c'était leur problème à eux, là-bas. Eh bien, la complexité n'était pas moindre du côté de la diaspora. C'est le propos de Kukjian. Cet essai de Kukjian est la pierre angulaire de toute réflexion présente et à venir sur l'homme diasporique.
Pierre angulaire, ou bien comment on dit la pierre sur laquelle on bâtit une maison, la première pierre, c'est laquelle? Comment on appelle ça en français? Pierre angulaire de toute réflexion présente ou à venir sur l'homme diasporique, sa naissance, son rôle et son destin sur cette terre. Le moment fondateur. Alors, je vais donner quelques exemples, quelques indications, informations sur le contexte. C'était en 1968. Harut avait passé 2 années à Paris. Et mai 68, c'est quand même un moment important dans l'histoire de Paris et en France. Et c'est donc après ces 2 années de retour à Beyrouth qu'il a écrit ce texte comme une sorte de manifeste. C'est en gros le manifeste de notre génération, de la mienne. Et donc une partie quand même de ce que je vais vous raconter ce soir, c'est assez personnel aussi, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de raison pour que ça ne le soit pas. Il a publié ce texte dans la revue Aegon, dont il était l'un des fondateurs. C'était une revue littéraire qui apparut à Beyrouth entre 66 et 70. En parallèle avec, puisque à l'époque quand même il y avait la revue Pakin, il y avait Agos d'abord et après Pakin. Mais eux, des jeunes, et Krikor Shahinian, qui avait été qui était leur professeur, ensemble, donc, ils ont décidé de publier une revue qui, au fond, est le deuxième moment de cette histoire que je suis en train de vous raconter, qui est l'histoire d'une naissance, celle de l'homme diasporique. À Egan, Beyrouth, 66, après Menk, Paris, 1930. Une revue dans laquelle, donc, une génération se regroupait et voulait affirmer son identité en réaction à l'impéritie de ses aînés. Au fond, exactement comme les jeunes de Menk à Paris 30 ans auparavant. Et bien sûr en relation avec eux. Parce qu'eux, au moins, ils savaient. Et ils savaient est très important. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Pas de transmission sans réception. Il faut une réception. Et c'est Beyrouth qui a rendu possible la réception de ce qui se faisait à Paris 30 ans auparavant. Et ça, je vais encore le raconter peut-être, mais je l'ai dit en plusieurs occasions ces derniers temps. Au fond, moi je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Et tous les dimanches, j'allais chez les Deragopian, c'était ma tante et mon oncle. Et donc, il y avait tous les livres parus à Paris depuis 50 ans. Et Harach avait paru sur les presses de l'imprimerie Deragopian. Et mais n'empêche, s'il n'y avait pas s'il n'y a pas eu les gens qui sont venus de Beyrouth à Paris en 66-68, moi, je n'aurais jamais entendu parler des gens de Menk de 1930, de ce qui s'était passé avec Menk, etc., etc. Donc, il faut une réception. Comme si eux, ils étaient l'instance de réception. 30 ans après, d'un mouvement collectif qui les avait précédés. Mais là, c'était à Beyrouth, ce n'était plus à Paris. Nous allons donc d'abord lire quelques passages de cet essai, d'abord en arménien, puis en français, dans la traduction assurée par Harut lui-même, puisque l'essai a ensuite paru en traduction française dans un volume bilingue que Kürkcan a publié, cette fois à Paris, 10 ans plus tard, donc en 1978. Je l'ai amené avec moi, ce volume, pour que vous le voyez. Voilà, il existe, il est là. Il devrait être en bonne place dans votre bibliothèque, là. C'est celui-là. Cet étrange livre. Et je vais dire pourquoi il est si étrange, ce livre. Harut, donc, est revenu à Paris, 10 ans après. Il voulait poursuivre ses études de philosophie. Et il a décidé de traduire lui-même en français ce qu'il avait écrit avant 68, quelques textes littéraires, plus ce texte qui s'appelle Yedrot Tavasarum, Basmati Van Leitnerov, plus
un essai qu'il a écrit très étrangement sur lui-même. C'est-à-dire, il a fait, c'est le dernier texte de ce volume, une analyse des écrits littéraires qu'il avait fait, qu'il avait produits avant 68, si vous voulez. Et il s'est arrêté là. Je veux dire, Harutyun Kulkyan, en tant qu'écrivain, s'est arrêté là. Le livre s'appelle, regardez ce livre, il s'appelle Portes d'Arakrutyam Masin. Et il n'avait pas aucune autre possibilité, puisqu'il voulait que ça s'énonce, que ça résonne en français, il n'avait aucune autre possibilité que, regardez, de le traduire par Essai sur l'exil. Oui, mais, regardez comment il écrit Dara Krutyun. Dara Krutyun. Dara Krutyun tout seul, en un mot, ça veut dire exil, rien d'autre. Mais si tu mets le tiret, ça fait autre chose, hein? Tu mets en évidence le Krutyun, l'écriture de l'autre. Donc il aurait dû traduire peut-être essai sur l'écriture de l'exil, l'écriture de l'autre, je ne sais pas. Et donc, quand traduire, ça va être un de mes sujets tout à l'heure, traduire, c'est important, mais c'est difficile aussi, hein. C'est difficile parce que parfois, tout simplement, c'est impossible. Et il faut traduire pourtant, là, il le savait bien, il faut traduire pourtant afin d'affronter aussi cette impossibilité de traduire. Je vais y revenir. C'est un sujet important, ça, pour moi, n'est-ce pas? Alors, Dara Krutyun, ce serait l'écriture de l'exil, une façon, en somme, d'assumer l'exil, de s'en faire le porteur et le messager, d'en faire l'épreuve, et de se mettre soi-même à l'épreuve, à travers l'écrit, à travers la littérature, diaspora littéraire. Harut lui-même n'a pas trouvé en français, je l'ai dit, l'équivalent pour ce jeu de mots. Essai sur l'exil. Car c'est cela quand même, écriture de l'autre, que dit cet essai tout du long, en racontant le vécu de jeunes Arméniens ou Arméniennes à Paris en 68. Ils participaient, dit-il, à l'événement, précisément en tant qu'Arméniens. Ils inventaient une nouvelle façon d'être. Ils prouvaient par leur existence même l'inanité de la vieille opposition entre préservation, en arménien on dit Haya Barbanon, et création. Je cite en arménien, Vorofedev, Ayo, Tsuluma, entre guillemets, Français Image, Artunkne, Voch, Françagan Meshaguiti, Glanor, Ujin, Vochal, Mer Jagadakrin, Ael, Bahbanu Mimitosin, Araspelin, Khujabin, Yev Janachumi, Inkna Janachumi, Tchukoyutian. C'est fort, hein? Je traduis. Car oui, ce que nous avons coutume d'appeler l'assimilation en France, ce n'est pas le produit et la conséquence de quelque force dominante, souveraine, écrasante, propre à la culture française, et ce n'est pas non plus un destin que nous devrions subir sans pouvoir y remédier. C'est directement le produit de ce mythe de la préservation de l'arménité, de cette panique qui nous habite, la conséquence du fait que nous n'avons pas travaillé à devenir conscients de nous-mêmes. Et je vous avoue, c'est moi qui retraduis. C'est-à-dire, je ne reprends pas sa traduction en français à lui. Je traduis son arménien. Lui aussi, il a traduit son propre arménien. Mais je le traduis aujourd'hui, 50 ans après.
Conscient de nous-mêmes, et il faut bien dire, bien sûr, vous êtes sûr? Sûr, sûr? Sûr. Ok, qu'est-ce que je disais? La conséquence du fait que nous n'avons pas travaillé à devenir conscients de nous-mêmes, et j'ajoute, moi, il faut bien dire, bien sûr, en tant qu'habitant de l'exil, en tant que penseur, créateur, acteur d'une culture de l'exil, et bien sûr, dans ce texte, il y a une polémique contre Charnour et son roman Nahan Charantsierki, puisque c'est prétendument le roman de la Nahan, la retraite, la défaite, le déclin. C'est faux, mais enfin bon, ça j'en parlerai quand on m'invitera la prochaine fois, ok? La retraite sans chanson et sans gloire, ce roman qui a tant fasciné plusieurs générations de lecteurs de langue arménienne, précisément de langue arménienne. Jamais aucun, il n'y a pas de traduction. Si, il y a maintenant une traduction, mais je me demande qui la lit d'ailleurs cette traduction. Et à quoi ça sert? Précisément, langue arménienne, parce que, pourquoi fascinés? Pourquoi ils étaient fascinés? Parce qu'ils y lisaient leur propre fascination envers l'étranger. Dans le roman, c'est Nénette, l'étrangère. Hein? Envers l'étranger comme interdit. Parce que puisque c'est interdit, c'est fascinant, forcément. Interdit et donc fascinant. Et pour l'auteur, cela prouve une fois de plus que l'idéologie de préservation est destructrice, car elle est la source et le véhicule de cette fascination qui oppose aussi le propre et l'étranger. Et donc encore une citation. Papap, Hartz Gveraperi, Spurki Daratskin, Hayutun Mpernelu, Yev Girargelu Garliuchan, Այսինքն նախ կոյութենական, հաբա տաստիարակչական հարց է, ապրելու եւ ապրեցնելու հարց. Je traduis. La question, c'est de comprendre et de mettre en œuvre une possibilité d'être arménien dans l'espace de la dispersion. C'est donc d'abord une question existentielle, ensuite une question qui a trait à l'éducation. Il s'agit de vivre et de faire vivre cette identité. Donc diasporique. Et un peu avant, explicitement contre l'idéologie de la préservation, Österzel Yavoske Barpanel, Österzuma Arteng Barbane, Isk Barbanuma, Get, Pamanachi Barpanel, Barbanuma, Pochis Kingsing. Créer et non pas conserver, la création conserve d'elle-même. Quant à la conservation ou la préservation, elle ne préserve rien, ne maintient rien du tout, pas même elle-même. Le problème, voyez-vous, c'est que la traduction de la main de Kökcan, la traduction de son propre texte, elle a mis du temps à parvenir à vos oreilles. En fait, elle ne parvient à vos oreilles qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que je vous lis l'arménien et que je retraduis. Ce texte était publié à Beyrouth et c'est de là qu'il partait pour parvenir jusqu'à nous. Il était lancé vers l'avenir. Il critiquait et dénonçait une réalité étouffante. Et il le faisait en s'adressant d'abord à des lecteurs de langue arménienne, bien sûr, qui d'ailleurs n'y ont rien compris, ça je peux vous l'assurer. Il fallait le faire revenir jusqu'à nous, pour qu'aujourd'hui, ensemble, nous puissions dire « Et la diaspora fut, et Avia Revespulk ». Et il fallait procéder à un retour en arrière, à une généalogie. Comme toute naissance, la naissance de l'homme diasporique suppose un passé, une histoire. Il faut qu'elle recompose d'abord pour elle-même les étapes qui ont mené à cette naissance possible. C'est ce que je viens d'appeler une généalogie. Cette histoire, ce passé, cette généalogie, il débute à Paris, bien sûr, avec la génération de Menk. Et Harut n'a pas été seulement l'auteur de ce texte, de cette équation à plusieurs inconnus, de cet essai sur l'exil. C'est lui aussi qui,
2 ans auparavant, en 1966, a publié un article qui lui aussi fait date dans cette histoire de la naissance de l'homme diasporique. Je le laisse celui-là? Non, je ne l'ai pas amené ce livre-là. Cet article, c'était une recension du roman de Zare Vorpuni, qui venait de paraître en 1964, à Paris. Yavirev Mart, et l'homme fut. Ce roman et ce titre, Vorpuni, Zare Vorpuni, Yavirev Mart, c'est ce roman et ce titre qui, si je ne me trompe, ont inspiré les organisateurs de cette série de conférences quand ils ont décidé de la présenter sous ce titre, Yavirev Spurk. Et voici l'homme diasporique. Kuljian a été le premier à comprendre l'importance de ce roman, Yavirev Mart. Il avait 22 ans. C'est quand même assez extraordinaire. Il a été le premier à comprendre sa signification, déjà, sa place dans cette généalogie de l'homme diasporique à venir. Et voilà, nous approchons de notre titre, n'est-ce pas? Une diaspora littéraire, avec le point d'interrogation. Car il faut bien qu'une génération avant nous se soit débattue avec ces questions, qu'elle ait inscrit ce débat et ce combat dans une écriture littéraire. Car où d'autres pourraient-ils, je l'ai déjà dit, mais je le répète, aurait-il pu s'inscrire ce débat et ce combat? De même que le texte de Kuljian, l'équation, est une réflexion fondatrice. De même, mais avant lui, le roman de Vorpuni est en ce sens une écriture fondatrice. Il raconte la naissance de cet homme diasporique dont nous n'avions aucune idée. Je vais y revenir, mais d'abord, donc, je vais donner quelques informations sur Vorpuni et sur son projet romanesque. J'ai même amené avec moi, vous voyez, ce volume, juste pour le montrer. Assez récemment, finalement, ces 3 dernières années, nous avons publié à Yerevan, pourquoi Yerevan d'ailleurs, j'en sais rien, l'ensemble de la série romanesque de Vorpuni, qui s'appelle Halazvaznere, les persécutés, mauvaise traduction, mais il n'y en a pas d'autre, les persécutés. Et ça, c'est le 3e volume que je vous montre là. Et c'est dans ce 3e volume qu'il y a Yavirev Mart. Et bien sûr, Yavirev Mart, aujourd'hui, l'édition originale, vous la trouverez pas. Et donc, vous pouvez quand même vous procurer ce 3e volume et lire le roman qui s'appelle Yavirev Mart pour voir de quoi il s'agit. Alors, quelques informations quand même. Vorpuni, donc, arrivé en France, Vorpuni né en 1902 probablement, à Ordu, mer Noire, avec sa mère et ses frères et sœurs passés en Crimée revenus. Son père, bien sûr, disparu en 1915. Il était à Istanbul en 1922, comme toute la génération dont je parle là, et Sarafian en particulier, dont je vais parler un peu après, etc. Après, il arrive en France, à Marseille d'abord, puis à Paris. Et quand même, il a déjà écrit quelques poèmes, mais c'est pas ça. Donc il commence à écrire de la prose et il publie son premier roman en 1929. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Portin, en français La Tentative. Déjà, en 1929, il sait que c'est le premier volume d'une série romanesque qu'il appelle déjà Les Persécutés. Problème, c'est que il n'arrive pas à écrire le second volume. Voilà ce fait extraordinaire qu'un auteur qui a prévu, qui a élaboré dans sa tête le projet d'une série romanesque à la Proust, si vous voulez. Il lisait Proust à l'époque, dans les années 20. Il lui a fallu 40 ans, le temps du deuil, pour arriver à écrire et à publier le second volume. Le second volume a paru en 67 et ça s'appelle Le Candidat, Teknazun.
que vous voyez ici, en traduction française, par la main de votre serviteur, aux éditions Parenthèses. Et ensuite, là, ça y est, là, il a redémarré. Il a fallu attendre 40 ans pour redémarrer. Et donc, le volume suivant s'appelle Asphalte, vous voyez, Asphalte. Mais en arménien, c'est Asphalte, le titre. N'est-ce pas? Et moi, j'ai traduit, c'est la liberté du traducteur, asphalte, pas l'asphalte. Et à la fin de mon petit exposé d'aujourd'hui, je vais en reparler, si vous permettez. Mais donc, au début des années 60, de crainte que tout ce qu'il avait dans la tête depuis 40 ans, qu'il n'arrive pas à le mettre sur le papier, il publie ce roman qui s'appelle Yeverev Mart et qui est donc dans son esprit, d'une certaine façon, le résumé de la série. Et il y a une interview faite en 78 d'ailleurs, avec Harut en particulier, aussi Krikor Beldian, avec Volpuni. Ça a apparu dans le journal, ça s'appelait Hayassan, n'est-ce pas? Et donc vous pouvez le trouver, ça. Je suis même sûr qu'on peut le trouver en ligne. Où il raconte ça, précisément, qu'il a publié, il le dit noir sur blanc, il le disait souvent, hein, donc c'était pas un secret, qu'il a écrit Yevyerev comme une sorte de pierre d'attente ou de résumé de l'ensemble de ce qu'il voulait faire avec la série romanesque. J'ai dit, ah voilà, je l'ai. C'est en français, l'interview est en français. J'ai dit, je ne pourrais pas écrire tout ce que j'ai en projet, je n'en ai pas le temps. Au lieu de ma série de romans Les Persécutés, j'ai décidé d'écrire en abrégé Et l'homme fut, pour en finir avec la série. La mère et Marie-Josette. Donc, voilà. Alors, le roman, c'est quoi le roman? Très rapidement, hein. C'est La mère et Marie-Josette. Marie-Josette, c'est la française, l'étrangère. Donc, la mère est morte, mais l'étrangère aussi. Alors, il va au cimetière et il parle avec sa mère. Donc, il lui parle. Il raconte tout ce qui est en train d'arriver. Oui, mais quand il parle avec sa mère, Marie-Josette, elle est enterrée juste à côté. Alors, bien sûr, ça interfère. Là, le propre et l'étranger, ils interfèrent beaucoup, hein. Donc, ils n'arrivent pas à parler à la mère sans qu'en même temps parler à l'autre. Ben, parfois, ils parlent à l'autre aussi. Ne m'en dérange pas, etc., etc. Parce que Marie-Josette intervient de sa tombe. Qu'est-ce que tu racontes là, etc. Inceste et adultère. Mais Harut, en 68, est sur la même longueur d'onde. Et je vais citer encore quelques lignes. Nous sommes à Beyrouth, mais nous pourrions être aussi bien à Paris. Je cite. Pour le fait d'être, c'est Harut qui parle, et on est en 68, et on est à Beyrouth. Vor pereinc menkal. Nerantsnatial vor putiampma. Intériorisé, nerantsnatial. Եվ չէինք քիդեր ադիգա։ Մենք ավելի կամ նվազ յուրացուցած էինք այդ ավանդությունը ապրելով մյուս կողմե մեր առօրյան։ Ավանդությունը, այսինքն ավանդությունը, որ դպրոցը գտասա վանտեն։ Դարդամորեն գսկային արդեն գարիկը օրինականացնելու մեր մեջ անցյալիմը եւ ներկայիմը այդ համա գեցությունը իրավական հիմք մտալու անոր բայց չեն գիտեր հաշմված յանքը մշակութային քաղաքագրական հաշմումով յանքը որ ուր հում դվյալներ հում ավանդություն եւ հում մայժմեություն Goyakzein, Nachnagan Barzutian Nemech, Odarelov, Mez. C'est fort, hein? Je traduis. Car nous aussi, nous étions des orphelins, mais de façon intériorisée, et nous ne le savions pas. Nous avions plus ou moins fait nôtre la tradition, tout en vivant notre quotidien.
Nous ressentions vaguement le besoin de donner un fondement légal à cette coexistence du passé et du présent, mais nous ne le savions pas. Une vie estropiée donc, dans sa traduction à lui, il dit, je crois estropiée, mutilée sur le plan culturel, une vie dans laquelle les données brutes, il traduit lui par brut, alors je le reprends là. La tradition brute et l'actualité brute cohabitaient en nous aliénant dans une simplicité primitive. Aliénation odarum. Ce que Volpuni décrit dans ce roman Yavirev Mart, sous la forme d'une coexistence entre la mère et l'étrangère, toutes les deux dans leur tombe, mais côte à côte, Harut le décrit ici sous une forme un peu plus abstraite, celle d'une cohabitation entre des principes qui n'ont pas été retravaillés l'une par l'autre, en arménien, hum avantutiun, hum ajmeutiun, donc tradition brute, actualité brute, des réalités qu'il faut retravailler, oppositions qu'il faut dépasser, bien sûr, et des principes qu'il faut rethéoriser. Chez Volpuni, l'inceste et l'adultère. Chez Harut, les inconciliables, côte à côte, qui nous appellent, qui nous retiennent en arrière, qui nous fascinent. Il faut retravailler tout ça. Chez Volpuni, Thomas se réveille de son état somnambulique par la gifle que lui assène la femme arménienne qu'il n'arrive pas à désirer. Pourquoi il n'arrive pas à la désirer? Parce qu'elle n'est pas étrangère, évidemment. Chez Harut, l'homme diasporique, lui, devient conscient de lui-même dans une sorte de révolution intérieure qui coïncide chez lui étrangement avec la révolution étudiante de 68. Mais dans les deux cas, il faut faire maintenant tout le travail en sens inverse. Il faut marier les inconciliables. Il faut apprendre à désirer sexuellement. Il faut sortir du couple inceste et adultère. Il faut inventer une culture de l'exil, une culture de la diaspora en tant que telle.